Bonjour, bienvenue dans Europe Hebdo, votre rendez-vous de l'actualité européenne des chaînes parlementaires. Dans cette émission, direction la Tunisie. Le 3 mars dernier, le gouvernement tunisien a signé un accord d'association avec l'Union européenne. Depuis la révolution, le pays se reconstruit peu à peu et l'Europe accompagne ces transformations. À la clé, des millions d'euros d'aide au développement. Une manière pour beaucoup d'acheter la participation active des forces tunisiennes dans le contrôle des frontières. Mais d'abord l'actualité. Après des mois de négociations, l'accord sur l'union bancaire est scellé. Mais dans les faits, il ne sera véritablement opérationnel que dans quelques années. Alors est-ce un accord en trompe-l'œil? C'est la question de la semaine avec Simon Barbarie. La nuit a été longue, très longue. 16 heures de négociation marathon pour accoucher du texte, le mécanisme de résolution des crises financières, le dernier pilier de l'union bancaire est né. Alléluia! Un succès énorme pour le président du Parlement Martin Schulz. Un peu de triomphalisme pour rappeler le rôle essentiel des eurodéputés à quelques semaines des élections européennes. Ça ne fait pas de mal. La bataille a pourtant été rude entre le Parlement, la Commission et les représentants du Conseil européen. Alors c'est quoi l'union bancaire? Un fonds de résolution de 55 milliards d'euros financé par les banques pour éviter aux États de mettre la main au portefeuille pour sauver les mauvais élèves de la finance. Mais un bémol, il ne sera effectif que dans 8 ans. Donc si une banque d'un État membre fait faillite entre-temps, ce sera une fois de plus aux pays membres de jouer aux pompiers. Alors l'union bancaire, un accord en trompe-l'œil? Et pour évoquer ce dossier de l'union bancaire, c'est Céline Noubet que je reçois aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Céline, vous êtes journaliste à l'agence France Presse au bureau de Bruxelles et vous êtes spécialiste des questions économiques. Vous avez suivi ce dossier de l'union bancaire. Alors finalement, est-ce qu'on nous enfume sur cette histoire? Est-ce qu'on est vraiment sorti d'affaire? Bon, je ne pense pas qu'on nous enfume, je ne pense pas non plus qu'on soit vraiment sorti d'affaire. Alors on ne nous enfume pas parce que c'est un bloc très important de la construction européenne qui s'est mis en place en moins de 2 ans, depuis le début, depuis que la proposition a été mise sur la table de ce mécanisme d'union bancaire. Et c'est très rapide au regard du rythme législatif européen habituel. Donc on sent qu'il y avait quand même une volonté et des États et du Parlement d'avancer sur ce dossier parce qu'il y avait une urgence. Maintenant, pour autant, évidemment, on n'est pas sorti d'affaire parce qu'effectivement, comme on l'a vu dans le petit sujet, il va falloir du temps pour que ce fonds qui va permettre de venir en aide aux banques sans que les contribuables soient sollicités, il va effectivement pas fonctionner tout de suite, en tout cas donc pas de c'est manière 8 ans et l'Allemagne poussait pour que ce soit 10. 8 ans, voilà. Oui, l'Allemagne voulait que ce soit 10 ans, le Parlement voulait que ce soit 3 ans. Finalement, c'est pas tout à fait une cote mal taillée, c'est plutôt l'Allemagne qui a gagné dans ce dossiait en acceptant les 8 ans. Mais voilà, 8 ans, c'est quand même une longue période. Alors qu'est-ce qui se passe si une banque fait faillite, comme on l'a connu en 2008, fait défaut, si je puis dire, dans les 8 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, entre-temps, ce qui va aussi être mis en place et qui est très important, c'est ce qu'on appelle le bail-in. Le bail-in, c'est encore une fois un mécanisme plus large que celui-là qui permet de dire ce sont les banques qui vont payer en priorité pour sauver les banques et non pas les contribuables. Les États. Et donc, dans un premier temps, les actionnaires de la banque, ses créanciers, vont devoir être sollicités en premier lieu. Et ensuite, ce fonds, qui de toute façon commencera à être abondé à partir de 2016. Donc à partir de 1 an ou 2 ans, il y aura déjà de l'argent dans ce fonds. Et si c'est insuffisant, alors là oui, on fera appel aux États. Et si les États n'en ont pas les moyens, alors là on fera appel à des fonds européens publics. Et donc ça pourrait être le mécanisme européen de stabilité, ce fameux pare-feu de la zone euro. Qui a été effectivement voté et qui est de plus de 500 milliards d'euros. Voilà. Donc effectivement, ça veut dire que la puissance publique restera une partie prenante dans le sauvetage des banques si les fonds sont insuffisants. Tout dépend évidemment de la taille de la banque ou des banques qui font défaut. Justement, parce que là, en fait, on parle d'un fonds donc abondé par les banques, ce fameux bail-in, donc qui permettrait donc aux banques de payer pour les banques, mais on parle d'un fonds de 55 milliards d'euros. Oui, ça paraît peu finalement. C'est pas une goutte d'eau, mais ça paraît peu. Bon, c'est un début, mais c'est surtout un peu aussi une garantie. C'est quelque chose qui est là pour rassurer les marchés, rassurer le secteur financier et rassurer, en gros, oui, les marchés mondiaux. Céline, est-ce que pour vous, c'est un bon accord ? Comme tous les accords, c'est un compromis qui a été difficile à obtenir en 2 temps. D'abord entre les États eux-mêmes et dont on a beaucoup dit que c'était un compromis allemand.
De fait, l'Allemagne a obtenu beaucoup de ce qu'elle demandait, c'est-à-dire une certaine lenteur dans la mise en œuvre, etc. Et après, il y a eu un compromis avec le Parlement qui a été aussi très difficile à atteindre, puisque le Parlement a voulu montrer qu'il n'était pas à la dernière roue du carrosse et qu'il avait son mot à dire dans cette affaire, et a voulu faire en sorte que ce mécanisme soit plus efficace qu'il ne l'était dans la proposition initiale. Donc, comme tous les compromis, il n'est pas parfait, mais et il a le mérite d'exister. Voilà, en tout cas, il existe, et ce texte va être voté à la prochaine session, enfin pas la mini-session, mais celle de mi-avril. Et donc, voilà, le job a été fait, si on veut. Mais effectivement, comme tous les compromis, il ne satisfait pas tout le monde. Alors, je voudrais qu'on se tourne vers l'Italie. Alors, vous n'êtes pas censé savoir, mais peut-être que vous le savez. Matteo Renzi a pris la tête du Conseil il y a quelques semaines et il a annoncé, en l'espace de 15 jours, pléthore en fait de réduction d'impôts et un plan de relance assez important. Et il était quelques heures après son intronisation à Berlin. Je voudrais qu'on l'écoute. L'Italie doit arrêter de penser que nous faisons ces réformes à cause de Bruxelles, ou Berlin, ou une autre capitale. Nous faisons ces réformes car elles sont bonnes pour nous. Matteo Renzi qui annonce des milliards d'euros comme ça sortis tout droit de on ne sait pas trop où. Est-ce que Bruxelles, si je puis dire, est plutôt confiant quant à sa capacité de réduire les déficits ? Bruxelles, pour l'instant, par rapport à ces annonces de Matteo Renzi, s'est montré prudent. Enfin, Barroso, le commissaire chargé des affaires économiques, Olli Rehn, se sont montrés prudents, très diplomates, en disant qu'ils avaient confiance dans le fait que l'Italie allait respecter ses objectifs en matière de déficit. Donc maintenant, reste à savoir si effectivement ça va être le cas. Renzi a promis qu'il respecterait les engagements budgétaires par rapport à Bruxelles. Donc maintenant, on va le juger sur les résultats. Ce qu'il espère, lui, son pari, c'est de dire en injectant des milliards dans l'économie, et notamment pour relancer la consommation, ça va permettre de relancer aussi l'économie italienne, la production, etc. Et donc, ça va faire naître de la croissance. Et donc, c'est bon pour les finances publiques. Bon, est-ce qu'il va gagner son pari ? Pour l'instant, personne ne peut le dire et la Commission européenne ne peut pas le dire non plus. Il y a quelques semaines, le Parlement européen a rendu un rapport qui a été adopté en commission économique et qui a été voté donc en session sur la Troïka. Donc la Troïka, je rappelle que c'est la BCE, le FMI et la Commission européenne, et sur son action dans les pays qui ont été pris en charge. Le rapport est catastrophique pour cette action, sachant que c'est un rapport en fait qui finalement est ce qu'on appelle ici un rapport d'initiative, donc il n'y a pas de dimension légale, si je puis dire. À quoi ça sert d'avoir ce type de rapport qui est rendu ? Ça sert, je pense que c'est une démarche politique de la part des parlementaires qui consiste à montrer qu'ils ne sont pas contents de la façon dont se sont déroulées les choses avec la Troïka, parce que, à leurs yeux, ce n'est pas une institution démocratique, parce qu'effectivement, il n'y a pas de contrôle, elle n'a pas été mise en place, il n'y a aucun contrôle du Parlement, et c'est ce qu'ils souhaiteraient à l'avenir. Elle n'a pas été mise en place avec non plus le contrôle des parlements nationaux des pays concernés. Oui, il parle carrément d'autocratie post-démocratique, voilà, c'est assez fort. Donc, étant donné que ça s'est fait très vite, dans l'urgence, et que bon, ce sont des institutions qui ont l'habitude et qui ont beaucoup d'expérience pour traiter ce genre de sujet, on les a laissés faire, on leur a laissé la bride sur le cou. Le Parlement, ça ne lui convient pas. Il le fait savoir juste avant les élections parlementaires européennes, parce qu'il veut montrer qu'il a envie d'intervenir dans ce genre d'affaires. Il veut être dans ce jeu-là. Voilà, il veut être dans le jeu et ne pas être laissé. Et ils appellent dans ce rapport à la création d'un fonds monétaire européen. Est-ce qu'on peut espérer un jour quelque chose de cet ordre ? C'est encore assez vague à ce stade et c'est quelque chose à long terme, ils le disent eux-mêmes. Donc pour l'instant, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour et que la Troïka va rester là encore un petit moment. Donc on risque d'y avoir encore d'autres problématiques du type austérité à outrance, selon vous ? En tout cas, peut-être que le FMI lui-même et la Commission reconnaissent que peut-être l'austérité à outrance maintenant n'est pas la meilleure solution. Toujours est-il que, en tout cas, les programmes qu'ils ont appliqués jusqu'ici et qu'ils continuent d'appliquer pour la Grèce, le Portugal, l'Irlande, sont assez drastiques. Donc pour l'instant, on en est encore là, oui. Écoutez, merci Céline pour ces explications. Vous nous avez éclairé sur ces dossiers. Merci. Nous, on continue. Direction la Tunisie. 3 ans après la chute de Ben Ali, le pays tente peu à peu de se reconstruire, et ce, avec l'aide de l'Union européenne. Dans la banlieue de Tunis, les travaux financés par les fonds de l'Europe sont légion, mais tout ceci, semble-t-il, a un coût, notamment celui du contrôle des frontières. C'est un reportage à Tunis de Paul Bouffard et de Hamdi Klili.
C'est un pays qui se remet d'une révolution. Sur Tunis, il flotte un air de liberté. La nouvelle constitution politique est fraîchement signée et dans la banlieue, on s'active à la reconstruction. Tous les notables locaux sont là et un Français, le représentant de l'Union européenne. Il vient contrôler l'avancement des travaux, vérifier si les fonds communautaires destinés à la Tunisie sont bien reversés sur le terrain. Vous avez démarré quand? Nous avons entamé les travaux le 8 novembre. Très bien. Maintenant, Car ici, l'Union européenne est investisseur. Des dons, plusieurs millions d'euros par quartier pour rénover, développer les zones défavorisées du Grand Tunis. C'est la plus grosse commune du Grand Tunis. Donc, dans le projet, là, sur les 120 quartiers qui sont en train d'être habilités, on a une moyenne de 2 millions d'euros par quartier. Depuis le début de la Révolution, l'Europe double son assistance financière à la Tunisie, 480 millions d'euros. Les fonds européens sont utilisés pour améliorer leurs conditions de vie. Je pense ce sont des terrains agricoles à l'origine. Vous imaginez, les gens marchent dans la boue, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. En quelques mois, là ici c'est des travaux qui durent 9 mois, en quelques mois leur environnement vraiment change. Non seulement pour l'habitat, non seulement pour leurs enfants, mais également pour ce qui est de promotion d'activité économique. Ces panneaux jaunes, au sigle de l'Union, il en pousse un peu partout. Mais quand les officiels ont disparu, la rue, elle, ne voit pas tout en rose. Même si ici, le bitume est refait à neuf, sur le trottoir d'en face, l'argent, on n'en voit pas la couleur. Il y a de l'argent qui vient de l'Europe. Hein? Ça ne se voit pas. Il y a beaucoup de voleurs, parce que Ben Ali est le grand voleur, et il reste 40 voleurs maintenant. Il ne reste rien ici. La misère. Moi, je pense que l'Union européenne devrait venir plus souvent pour superviser et coordonner les projets. Ils doivent venir directement au lieu d'utiliser un intermédiaire comme le gouvernement tunisien. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Accompagner ce pays. C'est l'objectif d'Hugues Mingarelli. Le fonctionnaire européen est responsable de l'Afrique du Nord pour le service européen d'action extérieure. Selon lui, il faut rénover l'économie à condition que le développement soit local, qu'ils retiennent les Tunisiens chez eux. Le 3 mars, un accord de mobilité est signé. Objectif, faciliter l'immigration régulière pour mieux contrôler les frontières. Alors ces investissements européens, une incitation cachée à l'immigration choisie. Donc je crois que c'est un projet plus ambitieux, qui ne se réduit pas à son volet sécuritaire, mais qui vise encore une fois à mieux gérer les flux migratoires dans l'intérêt des deux parties. La Tunisie, promue au rang de garde-frontière de l'Union européenne. Mokhtar Trifi n'est pas dupe. Il y voit un moyen d'acheter la fin de l'immigration clandestine vers l'Europe. Lorsqu'il s'agit de commerce, on oblige, on exige que la liberté soit assurée, la liberté de commercer, la liberté d'investir, la liberté de pomper les richesses de la Tunisie. Ça, on n'a pas de problème, on n'a pas à s'opposer à ça. Mais le simple citoyen tunisien qui veut aller en Europe, même pour le tourisme, il n'a pas le droit s'il n'est pas universitaire ou hautement qualifié. 3 ans après la révolution de Jasmin, ici, rien n'a vraiment changé. Surtout dans les cités populaires, celles qui ont poussé Ben Ali hors du pays. Et Shams en est un symbole. À 21 ans, quand ce jeune Tunisien regarde son quartier, il n'a plus d'espoir. L'Europe, seule échappatoire. Le jeune homme a déjà tenté plusieurs fois la traversée. Oui, à la télévision, ils nous ont dit qu'on allait avoir de l'argent, du travail. Mais c'est pas pour nous tout ça, c'est pas pour nos quartiers pauvres. C'est les riches qui vont en profiter. Nous, dans nos quartiers, on n'a rien, on voit rien. C'est pour ça que je veux quitter la Tunisie. Il y a 2 mois, sa dernière tentative aurait pu tourner au drame. La dernière fois, je suis parti sur une barque. Et on était 60 personnes dessus, mais normalement on peut être 25 personnes maximum.
En pleine mer, on est tombé en panne, on était entre la vie et la mort. Il y avait des enfants, il y avait des femmes. La police est venue, elle nous a ramenés en Tunisie. On a été mis en prison à Tunis pendant quelques jours. Et voilà, je suis de nouveau à la case départ. Peu importe le prix, ou même le danger, Shams veut s'installer en France. Il n'attend qu'une chose dans les prochaines heures, un coup de téléphone de son passeur. Et voilà pour ce reportage à Tunis de Paul Bouffard et ces magnifiques images pour évoquer cette question de cet accord d'association entre l'Union européenne et la Tunisie et la contrepartie. Marie-Christine Vergiat, merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, membre du parti de la gauche unitaire européenne. Et monsieur Tahar Chérif, vous êtes ambassadeur de Tunisie auprès de l'Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg. Marie-Christine Vergiat, je me tourne vers vous d'abord. Quand vous voyez ce témoignage de ce jeune homme qui n'attend qu'une chose, c'est ce coup de fil en fait de son passeur, est-ce qu'on n'a pas échoué quelque part en Tunisie? J'ai envie de dire l'Union européenne n'a pas été à la hauteur de l'espoir dégagé par ce qu'il est convenu d'appeler la révolution arabe et le printemps du jasmin. Quand il y a eu cette révolte populaire qui a chassé M. Ben Ali du pouvoir, il y a un immense espoir qui s'est dégagé en Tunisie. On oublie trop souvent que les causes étaient d'abord des causes sociales. Je pense notamment à la place qu'ont tenue dans cette révolution les jeunes diplômés. Et on leur a promis, c'est dit dans le reportage d'ailleurs, de leur venir en aide avec beaucoup d'argent. Mais en fait, on a l'impression, d'ailleurs les Européens sont persuadés qu'on a versé des milliards sur la Tunisie pour les aider. Et on a quand même versé des millions d'euros. Hein. On voit qu'il y a des infrastructures. Alors effectivement, ça n'arrive pas partout, mais ce sera ma deuxième question. Je dis on n'a pas été à la hauteur, parce que d'abord l'argent est arrivé très tard. On a perdu 3 ans parce que l'Union européenne, au-delà de beaux discours, n'a pas été à la hauteur de la demande des Tunisiens. Et je vais vous donner un seul élément pour comprendre. Depuis le départ de M. Ben Ali jusqu'à aujourd'hui, la dette tunisienne a augmenté. Ça veut dire qu'on a aidé, entre guillemets, la Tunisie d'abord à coup de prêt et aux conditions du FMI. Quand vous avez des interlocuteurs qui vous disent que l'argent, ils n'ont pas l'impression d'en voir la couleur, donc ces millions d'euros qui sont donnés par l'Europe, où va l'argent de l'Union européenne en Tunisie? Oui, je dois préciser une chose. Dans le documentaire, ils ont dit 480 millions d'euros. En réalité, depuis 2011 jusqu'en 2013, jusqu'à fin 2013, c'est 445 millions d'euros qui sont allés pour la gouvernance économique, la compétitivité et la convergence avec l'UE, et l'appui aux zones défavorisées, ça c'est en 2011. En 2012, également gouvernance économique et développement durable. Donc en gros, vous nous dites que cet argent, il a été directement sur le terrain. Est-ce que vous êtes d'accord, Marie-Christine Vergiat ? Depuis toujours, je pense. Parce que même si la famille de Ben Ali s'est enrichie... Oui, mais ça c'était avant 2011. Mais depuis 2011, vous nous dites 445 millions. Où est-ce qu'ils sont passés? Est-ce que le Parlement a un contrôle sur l'utilisation de ces fonds? Il le demande. C'est déjà une bonne chose que de le demander. C'est dit dans le reportage. C'est vrai pour toutes les aides européennes. C'est vrai, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. D'ailleurs, pour les aides de l'Union européenne vis-à-vis des États membres, l'essentiel des aides passe par les gouvernements. Et on est sans arrêt en discussion avec les gouvernements et on se demande toujours si l'argent arrive exactement là où on veut. Monsieur l'ambassadeur le dit très bien dans les propos. Gouvernance économique. Qu'est-ce qu'on met derrière gouvernance économique ? Je pense que la question essentielle, ce n'est pas la gouvernance économique, c'est la question sociale. Comment on aide avec des projets locaux? Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas une fan de ce système, mais je trouve que l'Allemagne, en l'espèce, a très bien agi. Elle a reconverti une partie de sa dette en projet de développement local. En projet de développement local. C'est comme... Oui, mais beaucoup plus tard.
Et ça serait important que la France en fasse beaucoup plus parce que la France est un des principaux créanciers de la Tunisie et elle aurait pu faire beaucoup d'efforts pour transformer sa dette en des projets effectivement sur le terrain. Monsieur l'ambassadeur, vous avez donc, la Tunisie a signé un accord d'association le 3 mars dernier. L'idée aussi, c'est le membre du service d'action extérieure qui représente l'Union européenne en Tunisie le dit bien. L'idée est aussi de contrôler les frontières. Est-ce que vous êtes devenu le garde-frontière de l'Europe? Non, pas du tout, mais c'est une manière de coopérer avec l'Union européenne parce que moi-même, en tant que responsable, je n'aime pas que les jeunes aient seulement deux choix, ou bien se jeter à la mer, ou bien aller faire la guerre en Syrie. Je voudrais que vous répondiez, est-ce que vous êtes devenu le garde-frontière de l'Union européenne, Non, pas monsieur du tout. l'ambassadeur? Il y aura une coopération renforcée avec l'Union européenne, mais pour nous, il s'agit d'abord de garantir la dignité des jeunes Tunisiens. Parce qu'il y a des projets, les pays signataires, d'ailleurs, pourquoi ce n'est pas tous les pays qui ont signé avec nous cette déclaration politique sur la mobilité, c'est seulement 10 pays. Ils ont fait des propositions concrètes, notamment la création de centres de formation professionnelle. Et puis il y a également, et on n'a pas encore signé un accord, c'est juste une déclaration politique qui n'est pas contraignante. Mais il va y avoir des négociations pour deux accords, un accord de réadmission et un accord de facilitation de visa. Donc ce qui permettra effectivement peut-être aux Tunisiens de fonctionner, enfin de circuler plus facilement. Vous êtes d'accord, Marie-Christine Vergiat? Non. Non, je ne suis pas d'accord parce que je comprends que monsieur l'ambassadeur dise ça, je comprends que la Tunisie se batte pour ça. Que le gouvernement tunisien se batte pour ça. Mais cet accord de mobilité, il se situe dans une politique globale de l'Union européenne. Au Parlement européen, on sait bien, parce que c'est le 7e accord depuis que le Parlement européen a maintenant un droit d'agrément ou de veto sur ce type d'accord, que nous sommes saisis d'un projet de ce genre. Il y a effectivement toujours un accord de réadmission et un accord de libéralisation des visas. L'accord de réadmission, c'est effectivement le rôle de gendarme de l'Union européenne que l'on veut faire jouer à ces pays-là. La Turquie, la Tunisie, le Maroc principalement. Il suffit de lire le texte même de l'accord. On va renforcer les moyens de la Tunisie pour qu'elle accueille dignement les demandeurs d'asile. Mais ces demandeurs d'asile, ils veulent venir en Union européenne. Et il y a un principe de non-refoulement de l'Union européenne. 23 000 Tunisiens sont venus en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une interdiction qui existe toujours d'ailleurs, la loi n'a toujours pas été modifiée, d'émigrer pour les Tunisiens. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on hurlait en France sur l'invasion des 23 000 Tunisiens, la Tunisie accueillait 600 000 réfugiés libyens. 600 000 réfugiés libyens, dans lequel les gouvernements français et anglais étaient partie prenante au conflit. Donc moi je salue ce qu'a fait le peuple tunisien à ce moment-là. Alors justement, à ce propos, il y avait l'un des intervenants du reportage, donc le jeune homme qu'on en a vu à la fin, qui avait une question directe à vous poser. On l'écoute. Essayez-nous. Si on est valable au travail, gardez-nous. Essayez-nous pour 6 mois au moins. Moi, je suis prêt à travailler sur les chantiers, dans le bâtiment, n'importe où on veut bien de moi. Pourquoi c'est pas comme en Algérie ou au Maroc? Ils obtiennent plus facilement des visas que nous. Pourquoi? Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement permettre à ces jeunes Tunisiens qui ne trouvent pas de travail de venir en Europe pour occuper des postes que pour l'instant on a du mal à pourvoir? Vous savez, la décision ne dépend pas des autorités tunisiennes, elle dépend des autorités des États de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes prêt à leur demander justement d'ouvrir, il y a les accords de réadmission, mais est-ce qu'on peut pousser à ce que cette immigration, si je puis dire choisie, soit mise en œuvre? Il y a eu un accord qui a été signé il y a quelques années avec la France, où il y a 70 métiers, c'est les besoins de la France. Malheureusement, cet accord prévoit 9 000 migrants par an, entre migrants, disons, pour une période bien déterminée, et des migrants saisonniers, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas eu
diffusion de cet accord auprès des préfectures ou des entreprises françaises qui ont besoin d'une certaine Ah oui, donc on signe, mais derrière, on garde ça dans un tiroir. Dans le tourisme, voilà, c'est un peu ça. Donc, en quelques années, on a réalisé que 2000 à 3000 cas, quoi. Donc, ça s'appelle accord de migration concertée, gestion de la migration concertée. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. On a essayé de dupliquer ça avec d'autres pays tels que l'Italie ou l'Allemagne. Mais maintenant, les efforts sont concentrés sur ce qu'on appelle la migration circulaire. L'Allemagne, il a fait d'ailleurs, elle a recruté dernièrement des ingénieurs et des infirmiers. En gros, les élites tunisiennes dont l'Europe a besoin. Oui, on peut dire ça, mais pas seulement les élites. Hein. Dans le tourisme, il y a beaucoup de besoins. Dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de besoins. On connaît un peu la pyramide des âges de nos pays et la pyramide des âges des pays en Europe. Oui. En Europe. Donc il y a des besoins, notamment en matière d'accompagnement des gens de troisième âge. Marie-Christine Vergiat, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'il faut favoriser ce type d'immigration choisie ? Moi, je suis pour qu'on favorise l'immigration choisie. Je pense que l'Union européenne a besoin des migrants aujourd'hui. On est un peu dans une situation particulière en France parce qu'on est un des rares pays de l'Union européenne à avoir un taux de démographie positive. On oublie qu'on le doit aux migrants, d'ailleurs, en grande partie, pas seulement. Je vais faire un petit laïus féministe là. La France est le pays de l'Union européenne. Avec l'Irlande qui a le taux de reproduction le plus important. Oui, mais la France est la seule qui a le taux de natalité le plus important et le taux de travail des femmes le plus important. La France est un modèle, entre guillemets, sur l'activité des femmes. Mais néanmoins, sans l'apport des migrants, on n'aurait pas une balance démographique aussi positive. Mais la plupart des pays de l'Union européenne sont dans les démarches inverses. Donc on a besoin de ces populations. On a besoin de ces populations et j'avais envie de dire à ce jeune homme, des accords de courte durée, pour les besoins de courte durée, c'est ça qui est dans l'accord. Il n'y a que ça. Moi, je pense... C'est du saisonnier. Exactement. C'est en fonction des besoins de l'Union européenne. Moi, je pense que l'immigration est une richesse, que les échanges entre les populations du Nord et du Sud sont des richesses. On a à apprendre les uns des autres. On n'est pas dans un partenariat en réalité. L'Union européenne continue de regarder les pays du Sud comme si c'était ses anciennes colonies, je vais le dire de façon. Elle prend ce dont elle a besoin. Donc en gros, selon vous, il faut réussir à mettre en place un système de donnant-donnant qui ne soit pas seulement basé sur de la réadmission, mais aussi sur de l'accueil. Bien sûr, quand on regarde, quand on interroge les migrants eux-mêmes, la migration circulaire en tant que telle, moi, ça ne me choque pas. Parce que les populations, les migrants eux-mêmes, ils ont envie d'aller et de venir. Mais en réalité, c'est le contraire qu'on fait. On les oblige, toutes les politiques de l'Union européenne, et notamment les politiques de la France en ce moment, on les accueille pour notamment les étudiants, les trucs, et puis après, s'ils repartent, ils savent qu'ils ne pourront pas revenir. S'ils étaient sûrs de pouvoir aller et venir, comme on le fait avec, on aurait moins de difficultés et ça se passerait beaucoup mieux. D'ailleurs, ça ne se passe pas si mal. Vous en êtes une preuve éclatante, chère madame. Merci. On terminera cette émission sur ce mot. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Nous, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités européennes. À bientôt.